Faut-il faire jouer la concurrence qui existe désormais en France dans le rail? On en parle avec nos invités juste après ce sujet de Paul-Luc Monnier. Premier arrivé, premier servi avec, nous dit-on, les meilleurs prix. Voici les analystes de la SNCF qui ont le pouvoir, le devoir de faire grimper les tarifs. Écoutez bien. On peut augmenter les prix d'un palier de 4 euros. Il était à 62 € pour venir à Paris 2 Quimper et il est passé à 66 €. Le principe est simple, plus un TGV se remplit, plus ils font grossir les prix. Côté client, pas de secret, il faut anticiper. Selon un comparateur, en réservant à l'ouverture des ventes d'été, 50% d'économie sur un TGV Paris-Metz. Sur un Paris-Lyon, moins 30%. Les prix sont très chers sur certaines périodes et pour des voyages occasionnels. En anticipant, on peut arriver à avoir des prix plus bas. Ça, c'est la théorie. Mais pour les jours d'ultra-pointe, les week-ends du 14 juillet ou du 15 août par exemple, pas de petits prix, même à 6 heures. C'est le patron des TGV qui nous l'a avoué. Est-ce que si vous gériez un business, vous feriez vos petits prix au moment où il y a le plus de demandes? C'est un principe de base. Et si on faisait le contraire, on nous dirait qu'on est vraiment pas des bons gestionnaires. Nos invités, Patricia Perren, vous êtes économiste, spécialiste des transports chez Transmission. Paul-Luc Monnier, journaliste au service économie de France Télévisions en charge des transports. On vient de voir votre reportage. Linda Lenné, vous êtes rédactrice en chef de l'Éco-Touristique. Votre livre « Voyage au pays du surtourisme », c'est aux éditions de l'Aube. Merci de participer. Bonjour à cette émission. Paul-Luc, on a vu votre reportage qui est diffusé dimanche soir sur les Français. Alors moi, c'est fait. J'ai réservé mes billets ce matin. J'étais là à 6 heures. Est-ce que c'est devenu un rendez-vous, ça, cette ouverture des billets pour chaque saison? Alors là, c'était l'été. Oui, c'est un rendez-vous. La SNCF le met en scène, l'annonce, envoie des mails à ses clients. Et les gens mettent leur réveil alors à 5h50? Les gens mettent leur réveil, alors pas tout le monde, mais visiblement des gens ont mis leur réveil parce que déjà là, à l'heure où je vous parle, il y a des TGV qui sont complets, il y a des TGV qui ont déjà pris 10, 20, 30 € par rapport à 6 heures du matin. Ouais. Il faut dire qu'il y a environ 30 millions de billets qui ont été mis en vente ce matin. Évidemment, tout le monde ne se rue pas sur les mêmes trains, mais les trains pour le week-end du 14 juillet ou le week-end du 15 août, c'est évidemment des trains sur lesquels les Français se jettent. Donc c'est une journée de jackpot là, pour les finances de la SNCF. J'ai pas les chiffres, mais oui, ils vont enregistrer du chiffre d'affaires. Je pense que ça, on peut le dire de façon certaine. Patricia Perren, est-ce que ça montre la grande sensibilité des Français vis-à-vis de ces tarifs? Autrefois, les billets, je me souviens, c'était au kilomètre. Il y avait une grille, on connaissait à l'avance les billets. Là, maintenant, on a l'impression d'une grande opacité, d'un grand yo-yo, et on trouve au final que c'est beaucoup trop cher. Parce que dans le train, on se dit, il y a toujours quelqu'un qui va payer, mon voisin a payé, si ça se trouve, 4 fois moins cher le billet que moi, de moins que moi. Effectivement, comme vous le dites, on est plus dans une tarification kilométrique, mais une tarification qui dépend de l'offre et de la demande. Donc c'est ce qu'on appelle le yield management. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes, alors qu'au contraire, il y a un peu moins d'offres, parce qu'il y a moins de TGV aujourd'hui qu'il y avait il y a quelques années. Et cette demande qui a vraiment beaucoup augmenté depuis le Covid, depuis la sortie du confinement, et donc même par rapport aux chiffres de 2019, fait qu'en fait, on a une espèce d'effet ciseau. On a énormément de demandes, pas tant que ça d'offres, et du coup, oui, les prix sont très élevés. Et je regardais aussi ce matin, il y avait déjà des trains qui étaient mis en vente. Il y a un tarif maximum, au tarif maximum, voilà, dès ce matin. Donc c'est vrai que les petits prix, ça sera pas, et ça a été dit dans le reportage juste avant, pour le train le plus demandé. Par exemple, le samedi de la week-end du 14 juillet, j'ai regardé aussi. Bon, si vous prenez quand on a envie de prendre le train, c'est le prix maximum, quoi. C'est ça. Mais par contre, en tout cas, ce que fait la tarification, c'est que si vous voulez absolument prendre ce train ce jour-là, le train de 6 heures du matin, il est un peu moins cher. Et on vous dit, si vous partez le dimanche, pareil, vous regardez le prix. Paris-Rennes, c'est 99 €. Si vous partez le dimanche, pour avoir un train à 50. Par contre, le samedi à 10 heures, il est à 99 €, voire il est complet. Et Linda Lenné, Patricia Perren disait à l'instant, il y a plutôt moins de trains, mais il y a toujours est-ce qu'il y a de plus en plus d'appétence pour le train? Il y a vraiment une appétence pour le train. La preuve, c'est que les résultats de la SNCF en 2014 sont plutôt bons, avec déjà un bénéfice de 1,6 milliard. Et puis en termes de trafic, en fait, il a progressé de 6%. Donc il y a une traction, malgré, on le disait un peu plus tôt, des prix qui sont relativement élevés. La SNCF s'en défend. Je les ai interrogés hier soir. Ils disent que cette année, les prix vont augmenter de seulement 1,5%
en moyenne sur l'ensemble des TGV, Inouï ou Ouigo. Donc c'est à peu près conforme à l'inflation. Et par ailleurs, la compagnie ferroviaire dit que depuis 2019, les prix ont augmenté de 8% contre 18% au niveau de l'inflation. Néanmoins, on le sait, la base, le socle tarifaire de la compagnie ferroviaire, il est élevé. La preuve, c'est que bien souvent, la voiture personnelle, en fait, gagne le match par rapport au train. Juste un chiffre, quand les Français partent l'été en vacances en France, 72% choisissent la voiture et seulement 12% le train. Et c'est notamment parce que le train reste cher, notamment pour les familles. Oui, quand on est 4, mais quand on est seul, est-ce que là, pour le coup, le train gagne le match, j'imagine? Alors tout dépend, en fait, tout dépend des actes, tout dépend de la saisonnalité, tout dépend si vous réservez très tôt en amont ou pas. Si vous avez la carte avantage ou pas, il y a 5 millions aujourd'hui de porteurs de la carte avantage qui permet quand même d'optimiser un peu son budget. Paul-Luc Monnier, on n'a pas fini. Je crois qu'à chaque fois, le patron de la SNCF se plaint qu'à chaque fois qu'on le rencontre, on lui parle du prix des TGV qui est trop cher. C'est du bashing. Je vous le confirme. Mais, alors, la SNCF, ils ont eu un argument là en nous disant, effectivement, c'est 1,5% d'augmentation. Ils nous disent c'est 1 euro par billet. Mais en fait, c'est des moyennes. Et quand on regarde les détails... Et quand si le lundi en semaine, personne ne prend le train, enfin je veux dire... Et puis surtout, ils jouent sur les prix maximum. Je vais vous donner un exemple. Jusqu'à présent, le Ouigo, c'était 99 € maximum. Et là, en toute discrétion, ils ont augmenté les prix maximum des Ouigo. Désormais, on peut payer un Ouigo jusqu'à 109 €. On est passé de 99% à 109 €, ça fait quand même 10%. Pareil, l'année dernière, on a relevé le prix maximum, le prix plafond maximum qu'on peut utiliser avec les cartes avantages. Et en fait, c'est des petites augmentations qui sont un peu discrètes, un peu cachées, et c'est ça aussi qui fait monter les prix. Les prix de base, les prix minimums ne bougent pas, nous dit la SNCF, mais c'est en haut. Et comme on l'a vu ce matin, j'ai regardé, il y a des Paris-Marseille qui sont déjà à plus de 120 €. C'est le prix maximum pour un Paris-Marseille. Ah ouais. Alors, pour nous faire aimer le train, Paul-Luc Monnier, depuis hier, la SNCF nous fait saliver un nouveau TGV que vous avez pu visiter. Absolument. Et bien justement, on va regarder votre reportage. Ça s'appelle le TGV M comme modulaire. Et vous êtes monté à bord en avant-première pour nous. On regarde votre reportage. Blanc à l'extérieur, rouge en première classe et bleu en seconde. Voici le nouveau TGV tricolore de la SNCF. Plus d'espace pour vos mollets, pour vos valises et même aux petits coins. Premières impressions des cheminots qui l'emprunteront en 2026 entre Paris-Lyon et Marseille. On a tous hâte, oui, on attend que ça arrive. Ça va arriver tranquillement d'abord pour les collègues du Sud-Est et puis ça va se déployer au fur et à mesure tranquillement sur toute la France. Pour la SNCF donc, priorité Sud-Est. Car la concurrence s'y intensifie. Voici les trains de Trenitalia. Ces fauteuils ultra luxe. Après Paris-Lyon, les Italiens s'attaquent au Paris-Marseille dès le 15 juin. À partir de 27 € en seconde, 37 € en première. Les actuels passagers de la SNCF sont très tentés. J'ai payé 67 et donc vous dites 27 ? Ah ben pourquoi j'irai pas voir la concurrence ? Alors mon père a travaillé à la SNCF, la famille travaille à la SNCF. Vous irez voir la concurrence ou pas alors ? Il faut tester, ouais, j'irai voir quand même. Alors pour garder ses passagers, la SNCF veut les bichonner. Avec ce bar sur 2 étages, petit salon au premier, vente en libre service au rez-de-chaussée. Pour se démarquer, la SNCF mise sur son nouveau bistrot avec des caisses automatiques. Ici, vous avez les boissons et les sandwichs en libre service. Le but, c'est de fluidifier les files d'attente, mais aussi de conquérir davantage de clients. Gros bémol, ce TGV est en retard. Il devait rouler dès 2023. Ce train, c'est plus de 400 innovations, donc c'est des réglages. C'est un train qui est complètement nouveau et donc aujourd'hui, effectivement, il y a eu un peu de délai, mais nous, on est très heureux d'être dans la période des essais. La SNCF a commandé 115 nouveaux TGV pour 4 milliards d'euros. Alors, Patricia Perel, on a hâte de ce nouveau TGV. Ce sera en 2026 sur Paris-Marseille. Mais est-ce qu'il n'y a pas une SNCF à 2 vitesses ? Je crois que vous prenez le Paris-Toulouse, là où... Oui. Surtout le Paris-Clermont, qui est critiqué pour ses retards, des vieilles Micheline qui ont 50 ans d'âge. Alors oui, donc on voit ces nouveaux TGVM arriver, mais en tout cas, pour les lignes que vous citez, Paris-Clermont, Paris-Toulouse, il y a aussi
les nouvelles rames qui vont arriver, qu'on appelle les rames oxygène, mais qui ont aussi du retard. Voilà. Donc on a et la différence, je pense, c'est qu'aujourd'hui c'est ce retard qui fait que tout à l'heure vous me disiez on manque de TGV alors qu'il y a une forte demande et c'est peut-être ce qui fait augmenter les prix d'ailleurs. Exactement. Il y a en gros on avait 480 trains en 2015, aujourd'hui on est plutôt à 380. Ah ouais. Et puis alors après c'est des rames qui sont plus grandes. On le voit bien dans votre reportage. Avant, bon, pour ceux qui se souviennent, on avait des rames avec un seul étage, on n'avait pas des rames très capacitaires comme aujourd'hui. Donc bon, il y a quand même, en termes de sièges, la réduction a été moindre. Mais bon, on attend quand même ces TGVM et on le voit, même Monsieur Fanichet, donc de SNCF le dit, on a hâte de les avoir et c'est sûr que ça va permettre de soulager un peu la tension parce qu'on parle des prix dans votre reportage en disant bon, si on réserve tôt, est-ce qu'on aura des petits prix ? C'est aussi la certitude d'avoir une place parce que moi je suis pas certaine que quelques jours avant le week-end du 14 juillet, vous trouverez une place. Le train sera complet. Cher ou pas cher, il sera complet. Il y a déjà des trains complets ce matin. Il y a déjà des trains complets. Ah ouais. Oui. Linda Lenné, sur la concurrence, est-ce que dans l'aérien, la concurrence a fait chuter les prix avec l'arrivée des low cost ? Est-ce que, on parle, dans le reportage de Paul-Luc Monnier, on voyait l'arrivée de Trenitalia à partir du 15 juin sur Paris-Marseille ? Alors la concurrence, de manière assez mécanique, elle fait un peu baisser les prix. On l'a vu notamment justement sur le Paris-Lyon. Trenitalia fait déjà des Paris-Lyon. Hein. Exactement. Et donc il y a une plateforme qui disait que les prix avaient baissé de 40% depuis l'arrivée de Trenitalia. Puisqu'il y a plus de sièges à la vente face à une demande de manière assez automatique, effectivement, ça fait baisser un peu les prix. Et puis c'est une façon effectivement d'acquérir des parts de marché. La SNCF fait la même chose à l'étranger. Là aujourd'hui, elle est implantée en Espagne et pour essayer justement de gagner des clients à sa concurrente, la Renfe, elle vient avec des tarifs relativement faibles. Donc c'est une bonne guerre. Hein. Chacun utilise les mêmes armes sur ces marchés. Paul-Luc Monnier, pour en avoir le cœur net, je suis allé sur le site Trenitalia. Effectivement, j'ai vu des Paris-Marseille à 27 €. En plus, alors Trenitalia, là, vous êtes monté dans le train aussi. C'est une ONG qui avait dit que c'était la meilleure compagnie d'Europe. Oui, absolument. C'est pas pour leur faire de la pub, je suis désolé. On va croire que je suis payé par Trenitalia. C'était un classement des compagnies de rail européens. Effectivement, Trenitalia, ils ont une offre un peu différente de la SNCF avec 3 classes de voyage. En gros, une seconde, une première, et puis une classe un peu luxueuse avec des fauteuils de luxe, une dizaine de fauteuils, ça ressemble à un avion. Moi, ce que je peux vous dire sur Trenitalia, c'est que oui, la concurrence arrive, mais attention, Trenitalia sur Paris-Marseille, ça va être 4 allers-retours par jour. J'ai regardé ce matin, en TGV Inouï, vous avez 15 allers-retours par jour. En Ouigo, depuis Paris-Centre, vous en avez 3. En Ouigo, depuis Marne-la-Vallée ou depuis l'Île-de-France, vous en avez 4. Donc en fait, vous avez 5 fois plus de trains SNCF entre Paris et Marseille. Et donc, certes, il y a les prix, mais il y a aussi la fréquence. Et c'est peut-être ça aussi qui va faire la différence. Et puis, en parlant des prix, Trenitalia communique beaucoup donc, sur son prix de départ, son prix d'accueil. 27 € pour un Paris-Marseille. J'ai regardé, en Ouigo, le prix de départ, c'est 16 €. En TGV Inouï, c'est 25 €. Donc, les prix de départ sont grosso modo les mêmes. Après, évidemment, ils ne font pas tous monter les prix de la même manière. Alors, on parlait de la meilleure compagnie d'Europe. Dans ce même classement, la dernière compagnie d'Europe, vous savez laquelle c'est ? Moi, je sais. Ouais, vas-y. Eurostar. Eurostar qui est hors de prix. Alors, ça le fait toujours. J'ai regardé, par exemple, si vous voulez partir à Londres vendredi, regardez le prix d'un Paris-Londres pour vendredi, et vous allez voir, et c'est simplement l'aller, 218 €. Alors, vous parlez d'une famille, là, une famille à 4 pour aller à Londres, il y a de quoi vous faire préférer le ferry ou l'avion, Linda Lenné ? Tout à fait, effectivement, on le dit depuis tout à l'heure, le train perd souvent le match par rapport... Surtout l'Eurostar. Et notamment l'Eurostar. Quand on va aller à Londres, il faut s'y prendre des mois à l'avance. Et là, vous pouvez avoir des prix correct, mais c'est la raison pour laquelle la concurrence est en train de vouloir s'organiser, puisque Virgin souhaite se positionner sur le Paris-Londres. Il y aurait juste à trouver le financement. Je crois qu'on parle de 600 ou 700 millions de livres, donc c'est quand même une somme conséquente. Et puis, se mettre en concurrence par rapport à des acteurs déjà sur le terrain, c'est très compliqué. Il y a la phase d'homologation, il y a beaucoup de tests techniques, et puis il y a bien sûr le financement. Si on regarde en France, deux grands projets ont finalement échoué. Le premier, c'était Midnight Train, qui voulait se positionner sur les trains de nuit. Et le deuxième, c'était Railcoop, qui était une coopérative souhaitant développer les trains entre
entre Lyon et Bordeaux. Donc, c'est pas toujours aussi simple. Ça prend énormément de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Voilà, on va voir si Virgin va au bout, c'est en 2029. Paul-Luc Monnier, en même temps, on dit que c'est très cher, Paris-Londres, mais alors Eurostar dit, mais nos TGV sont complets, ça augmente chaque année, comme si, au fond, les gens préféraient prendre le TGV, le tunnel sous la Manche, plutôt que prendre l'avion pour aller en Angleterre. Pour aller en Angleterre, on a un problème, c'est que le tunnel sous la Manche, il est sous-utilisé. Aujourd'hui, vous avez 400 trains par jour de marchandises et de passagers qui font la navette sous la Manche. On pourrait en avoir plus de 1000. C'est pas moi qui le dis, c'est Eurotunnel. Donc ce tunnel, il est sous-utilisé. Et Eurostar, ils avaient leur prévision initiale de trafic était beaucoup plus importante. Résultat, en avion entre Paris et Londres, vous avez certes moins de passagers qu'il y a 30 ans, mais ça reste quand même la 5e ligne internationale au départ de la France. L'avion entre Paris et Londres, malgré le train... n'a pas perdu le match. Qui n'a pas perdu le match. Donc, effectivement, peut-être que des nouveaux opérateurs, ça va pouvoir un peu dynamiser le marché, faire monter les prix et puis proposer plus de sièges. Patricia Perel, on parlait de l'appétence pour le train, mais qui prend le train ? Est-ce que... Il y a une clientèle affaires qui s'est mis... Oui, c'est ce que j'allais dire sur votre reportage sur Londres. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a aussi beaucoup de business. Et du coup, à la limite, le prix, c'est l'entreprise qui paye. Voilà. Donc, note de frais. Oui, exactement, note de frais. Alors, sur l'Eurostar, il y a quand même une petite limite. On a oublié, ils ont Brexité. Et du coup, ça demande des contrôles à la frontière beaucoup plus importants. Et ça explique aussi pourquoi ils ont limité le nombre de trains. Parce qu'à Paris, en fait, il faut des douaniers, quoi. Et donc, notamment des douaniers britanniques. Et ça fait un espèce de goulot d'étranglement. Voilà, ça, c'est un élément factuel. Mais pour revenir sur votre question du prix, oui, en fait, si on prend une photographie d'un train, j'avais regardé d'un TGV, on se dit qui est dedans. À un moment donné, je vais regarder des chiffres du ministère des Transports. Et donc, il y a 80% de CSP+, donc de catégories socio-professionnelles supérieures. Pas forcément des gens qui sont en business et qui vont pour un voyage d'affaires, mais par exemple, des gens qui vivent à Paris, qui ont une maison secondaire à l'île de Ré, qui ont une maison secondaire à Pornichet ou à La Baule, et qui, du coup, quasiment tous les week-ends se font un aller-retour. Alors que les familles populaires, celles qui payent le plus cher, comme ça a été... Enfin, celles qui sont un peu coincées, qui payent cher et qui, en plus, n'ont pas vraiment de moyens alternatifs, voilà, elles vont faire un aller-retour par an ou 2 allers-retours par an à Noël et l'été. Donc c'est vrai que non seulement les familles populaires vont avoir moins de moyens pour s'acheter le train, mais en plus elles ont moins de raisons de se déplacer. Mais est-ce que le train étant sur Paris-Londres, vous disiez il y a beaucoup de business, est-ce qu'il y a c'est la conscience écologique aussi qui remplit les trains ou même les entreprises ont toutes des politiques maintenant de RSE comme on dit. Oui, je pense qu'il y a ça, mais pour le Paris-Londres, on va se le dire, l'avion c'est la galère. Il faut aller jusqu'à l'aéroport, on arrive loin, on reprend le trajet là-bas. Le métro, le train à Londres entre l'aéroport et la ville, c'est vraiment pas donné. Voilà, donc non, quand on est pro, on peut mettre 100 ou 200 euros de plus pour gagner 2-3 heures de travail. Et c'est effectivement le cas. L'Eurostar, c'est un confort maximum. On travaille très très bien. On part du centre de Paris, on arrive au centre de Londres. Voilà, les gens qui vont s'amuser à prendre le ferry ou l'avion, c'est des gens qui ont le temps et c'est pas des business. Linda Lenné, ce fameux monde d'après où l'on était moins polluant, est-ce que quand même ça existe, ça expliquerait en partie le succès du train ? Alors peut-être, je le disais, par choix, par conviction, ou tout simplement parce que votre entreprise, je sais qu'à France Télévisions, on essaye au maximum de prendre le train. Oui, ça explique... Alors qu'on ne se posait peut-être pas la question il y a 10 ans, non ? Ça explique un peu l'attraction du train. Vous le disiez très bien, déjà, il y a effectivement le fait que quand on va à Londres, partir de la gare du Nord et arriver à Londres Centre, c'est un confort incroyable. Mais même sur Paris-Marseille, on a l'impression que le train a gagné la partie, quoi. Oui, effectivement, en temps utile, c'est vraiment très, très appréciable. Et pourtant... on le dit, on le répète depuis tout à l'heure, le train coûte cher. Je me souviens d'une étude de Greenpeace, qui quand même est pro-train, en 2023. En fait, ils avaient fait une étude sur les trajets en Europe et ça coûtait finalement 2,5 fois plus cher de prendre le train versus l'avion. Néanmoins, il y a effectivement la question de l'empreinte environnementale qui compte beaucoup pour les entreprises et également pour certains individus. Et là, j'ai fait le calcul sur le calculateur officiel de l'ADEME qui fait autorité et sur un Paris-Berlin, donc 1100 km. En fait, il y a une différence de 1 à 70. Donc, autrement dit, l'empreinte carbone est 70 fois plus légère avec le train. Et certains vont être sensibles à cet argument-là. Après, il y a aussi, vous savez, cette tendance au slow travel, c'est-à-dire qu'on a envie d'être dans l'éloge de la lenteur et non pas de la rapidité comme peuvent le faire les avions ou même le TGV. C'est-à-dire qu'on redécouvre aussi le plaisir de voyager doucement
en train, de profiter également des paysages. Voilà, le voyage commence dès qu'on monte à bord. Et c'est vrai en France, mais c'est vrai également à l'international. Si vous allez au Sri Lanka, il y a un train qui va jusqu'à Kandy. Vous êtes à 50 km/h. Vous regardez par la fenêtre les paysages. Vous voyez des champs de plantations de thé. C'est plutôt agréable. Alors justement, le Paris-Berlin qui vient d'être rouvert, 8 heures de train, le slow travel comme vous dites, et effectivement ça fonctionne, le train est complet. Paul-Luc Monnier, on va à nouveau regarder un de vos reportages, puisque vous l'avez pris ce Paris-Berlin, c'était pendant les vacances de Noël dernier. On regarde votre reportage, il était plein. Voici donc notre ICE, un TGV allemand. 9h55 Paris-Gare de l'Est, début d'une journée dans le train. On a des beaux paysages, j'ai de quoi manger, ça va faire passer le temps. J'ai des livres, une tablette, des sudoku, des mots croisés, c'est parfait. Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons un agréable voyage. Notre Paris-Berlin semble faire le plein. En moyenne, près de 80% d'occupation depuis l'ouverture. Le prix d'appel, à partir de 59 € en seconde, 69 € en première classe. Avant, cette famille franco-allemande prenait la voiture ou bien l'avion. Tu préfères le train ou l'avion? C'est mieux avec le train. On a une table pour nous 4. Dans l'avion, il n'y a pas de place. Et on a beaucoup de valises. J'ai un instrument et j'ai un violoncelle. L'avion low cost est moins cher sur le papier, sauf qu'ici, pour les moins de 5 ans, c'est gratuit, en réservant sur le site de la Deutsche Bahn. En famille, c'est économique. Si on a des bagages et 2 enfants, si on est moi tout seul ou avec ma femme... Ça vaut pas le coup? Non. 11h40, Strasbourg. Quelques descentes, beaucoup de montées, comme ces collégiens allemands et leurs profs de français. C'est la facilité, la rapidité et l'amitié franco-allemande. Pour eux, le déjeuner, c'est pique-nique. Pour nous, spécialité locale. Saucisson curry avec des frites. 15 € le plat, avec boisson. C'est chaud et c'est bon. En première, service à la place et sans trembler. Pour les autres, il y a la voiture-bar. 16h15, notre TGV de jour se transforme en train de nuit et ralenti. Vitesse maximale en France, 320 km/h. En Allemagne, 250. Et sur de nombreux tronçons, c'est encore moins. Nos franco-allemands ne regrettent pas. Pas de grève, pas de correspondance, pas de retard. Vous tombez le bonjour, hein? Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va très bien. Et ils ne croient pas si bien dire. 18h, Berlin, avec 5 petites minutes d'avance. On est content d'être arrivé, mais franchement, c'est passé comme une lettre à la poste. Impeccable. Pour l'instant, Paris-Berlin, c'est un TGV par jour dans chaque sens. L'offre pourrait augmenter si le succès est au rendez-vous. Paul-Luc Monnier, 300... On comprend que les Allemands là, aient fait un fonds pour leurs infrastructures, parce qu'en France, nos TGV vont à 320 km/h, en Allemagne, c'est 250, et encore, c'est sur certains tronçons, parce qu'il n'y a pas des lignes à grande vitesse partout. Donc en fait, c'est pour ça que côté français, ça va vite, mais côté allemand, ça va pas vite, et c'est pour ça qu'on met 8 heures. Franchement, 8 heures, c'est pas un peu long quand même, assis? Bah, ça dépend ce qu'on faisait. Nous, on était en reportage, on posait des questions aux gens, donc en fait, c'était presque trop court. Mais en fait, avant le Covid, c'était peut-être un peu long, mais depuis le Covid, les gens ont pris l'habitude de ces voyages longs. Paris-Berlin, c'est 8 heures. Paris-Milan, qui rouvre à la fin mars, c'est 7 heures. Paris-Barcelone, c'est autour de 7 heures. Et on voit que les trains sont pleins. Là, on a quasiment 80... Ça, c'est nouveau. Autrefois, c'était inimaginable pour la SNCF de dire qu'on va infliger 8 heures de train aux passagers. Et oui, et limite, la SNCF renonçait et se disait on va pas aller se battre sur ce marché, ça vaut pas le coup. Mais il y a vraiment un changement psychologique, c'est le slow travel peut-être dont on parlait tout à l'heure, la politique des entreprises. Mais ces trajets longs fonctionnent. Et entre Paris et Berlin, la majorité des gens font le trajet du point A au point B et ne descendent pas en cours de route. Patricia Perren, je sais que vous le prenez. Est-ce que s'il n'y a pas les nouveaux OT numériques qui font que quand on a 8 heures de train, on peut travailler, regarder un film Oui, bah, exactement. Moi, faire des petits jeux sur Internet. Donc moi, je fais partie d'une entreprise qui est franco-allemande et du coup, on fait régulièrement le Paris-Berlin. Et avant, on le faisait avec le changement à Francfort. Voilà, compliqué parce que les trains allemands sont souvent en retard, donc le changement est compliqué. Donc nous, le nouveau Paris-Berlin, on est ravis. Ah ouais. Et c'est pas long. La politique de mon entreprise, c'est si on peut y aller en train, on y va en train, on prend jamais l'avion.
Donc 8 heures, eh ben, ça demande une organisation. C'est-à-dire que ce jour-là, on ne va pas donner de conf call. Mais moi, les 8 heures, j'allume mon ordi, je travaille, je vais déjeuner un moment et je recommence à travailler. Et ma journée entière, je vais avancer sur des dossiers de fond, en fait. Donc ça demande un peu d'organisation, mais je rejoins tout à fait ce qui a été dit. C'est-à-dire que de toute façon, je n'ai pas le choix avec mon entreprise. Et, bon, d'un point de vue personnel, je vais à Milan, je vais aussi y aller en train. Donc ça me va très bien d'un point de vue personnel. Et en plus, on travaille, on a du temps utile. Ça demande quelques sacrifices, mais faut pas non plus exagérer, quoi. Paul-Luc Monnier, dans votre reportage, on entendait une dame dire voilà, je peux mettre mes bagages au-dessus, j'ai un gros violoncelle. Est-ce que si le voyage en train, je veux dire, par rapport à l'avion, où franchement, on vous ennuie de plus en plus avec vos bagages, on vous force à rentrer dans la valise qui rentre pas, où vous êtes parqués comme des animaux avant d'embarquer. C'est ce que nous disent les gens, ça fait la différence. Et pour moi, il y a deux facteurs. Il y a les valises, les bagages, et puis il y a aussi le fait qu'on arrive en centre-ville. Là, on est pile poil au centre de Berlin, on n'a pas de navette à prendre ou de taxi. En fait, pour compléter ce que je disais tout à l'heure, avant, il y avait un seuil psychologique. C'était 4 heures, au-delà de 4 heures, ça vaut pas le coup. Là, maintenant, nous dit la SNCF, le seuil psychologique, il est plutôt à 7 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Linda Lenné, est-ce que finalement, il y a cette idée, vous en parliez tout à l'heure, que le voyage fait partie des vacances. Tout à fait. Alors que c'est vrai que prendre l'avion dans les low cost, c'est pas agréable maintenant. Hein. Tout à fait. Non, mais j'ai même poussé le bouchon un peu loin. À l'automne dernier, personnellement, je suis allée jusqu'en Albanie en train. Alors, c'était un peu long, hein. Il y avait 4 tronçons, j'ai mis 48 heures. Par contre, je travaillais. C'est-à-dire que de bout en bout, j'avais mon ordinateur, j'étais connectée à Internet et j'ai travaillé normalement. Et alors, on se prépare, on voit les villes changer, la population changer. Effectivement, on voit alors les paysages changer, on voit la population changer. Donc, au début, on parlait français, on parlait italien. Après, voilà, il y avait des langues que je ne comprenais pas bien. Et puis, c'était train de nuit, train de jour, ferry, avec une escale à Bari. Et à Bari, du coup, j'en ai profité. Là, j'ai pris 3 heures de mon temps pour visiter un charmant village, c'est Alberobello, et tout en travaillant sur mon ordinateur. Et donc, c'était un voyage de découverte, tout en étant un moyen de transport. Alors, par contre, c'est vrai que c'est un peu long, 48 heures. Surtout, l'angoisse, c'est de manquer sa correspondance. Si un train est en retard, on peut dire que ça peut arriver. Vous risquez effectivement d'être dans une galère. Et là, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'étais passée par une agence spécialisée dans les voyages en train pour justement avoir cet accompagnement au niveau de la réservation et surtout au niveau de la prise en charge de la correspondance manquée. Parce qu'au bout du bout, j'avais quand même un congrès à couvrir. Patricia Perren, est-ce que finalement les compagnies européennes, les compagnies ferroviaires sont en train de nous faire découvrir l'Europe parce qu'on a de nouveaux trajets que géographiquement on n'avait pas en tête. Je pense à la Renfe qui fait Marseille-Madrid, l'ICE qui fait Paris-Berlin, la Trenitalia qui fait Milan-Paris. C'était nous on a été élevés Paris en étoile et puis on va à Marseille, on va à Bordeaux et puis ça s'arrête là quoi. Non, je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont capables de faire 7 ou 8 heures de train, ce qui n'était pas concevable avant. Donc évidemment, ça ne va pas prendre l'ensemble du marché. Il y a des gens qui, sur des trajets comme dont vous avez évoqué, vont plutôt prendre l'avion. Mais il y en a suffisamment pour remplir un train. Et du coup, moi, je prends une fois par an, en gros, le Lyon-Barcelone. Et oui, il est bien plein. Il n'y a pas de difficulté de remplissage. Donc il y a des Espagnols, il y a des Lyonnais. Il y a aussi des gens qui montent en route dans le sud de la France. Oui, ça fait des nouvelles lignes et elles trouvent leur public. Mais évidemment, sur le Paris-Berlin, j'ai pas de doute que l'avion va rester majoritaire. Mais il y a de quoi remplir un train. Et puis il y a le train de nuit aussi qui fait Paris-Berlin. Alors justement, le train de nuit, est-ce que ça pose pas des problèmes logistiques parce qu'on se réveille, faut prendre une douche. D'abord, est-ce qu'on a bien dormi qui on avait dans le... Enfin, je veux dire, ça pose toute une intimité qui n'est pas évidente, non ? Si vous voulez prendre une douche, la SNCF a installé des douches à la gare de Toulouse, à la gare d'Austerlitz, vous avez des douches. Elles sont propres, les douches, parce que je sais pas, les toilettes... Je ne les ai pas testées, mais en tout cas, vous avez les douches. Et puis après, c'est un mode de vie. Et pour l'avoir pris plusieurs fois là, ces dernières semaines en reportage, il y a des jeunes, il y a des vieux, voilà. Il y a une attente et il y a une demande. Et donc, pour Berlin, si vous préférez le jour, vous avez 8 heures de jour. Si vous préférez le nuit, vous avez un peu plus long de nuit. Et en fait, c'est la multiplication des possibilités qui vont donner aussi envie aux gens de prendre le train. C'est un truc de baroudeur plus que de
de professionnels, le train de nuit? Alors, pas forcément. Non, on a croisé des voyageurs professionnels dans le train de nuit. Oui. Des entreprises qui payent le train de nuit. Alors, ils payent la première avec un compartiment privatif, mais il y a des voyageurs professionnels aussi. Moi, je vais me faire un Paris-Toulouse pour le travail de nuit. Dans quelques jours. Et vous êtes en forme, vous n'avez pas terriblement envie d'aller vous coucher quand vous arrivez? Non, bon, alors après ça dépend, une fois de plus, c'est comme vous l'avez dit, c'est un rapport à l'intimité, il y a des gens qui le vivent plus ou moins bien. Moi j'ai toujours fait du train de nuit quand j'étais enfant, avant que ça disparaisse et que ça revienne. Bon, du coup, oui, j'arrive, et non, il n'y a pas de douche, ce jour-là, on prend pas sa douche, on va survivre, on le prend avant de partir, c'est pas non plus dramatique, mais bon, je sais que ce n'est pas pour tout le monde, et le train de nuit, c'est pareil, sur le Paris-Berlin, ça va pas faire tomber l'avion, mais ça permet quand même d'offrir une possibilité des gens qui le souhaitent. Linda Lenné, Interrail, ça existait quand j'étais jeune. Alors, ça existe aujourd'hui d'une façon beaucoup plus compliquée, je crois, pour les jeunes. Là. Cette espèce de billet européen. Oui, ça existe toujours, effectivement. Il y a une appli pour réserver, c'est assez pratique. Oui, tout à fait. Oui, vous avez effectivement la possibilité de faire un voyage en itinérance en Europe. Et certains le font après le bac ou après leur diplôme. Ils font une coupure de quelques semaines. En train. Oui, tout à fait. Et ça vaut le coup. Et là, pour le coup, avec le pass, ça peut être intéressant au niveau tarifaire. Oui. Eh ben voilà, vous nous avez donné envie de prendre le train, voyager partout en Europe avec le train. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce renouveau du train. Vous restez sur France Info et nous on se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée, à demain.